Monsieur Ronnie Mag. Alors moi je suis avec Bruce Dombolo, Bonjour. ancien footballeur pro. Ensuite, tu as un peu basculé dans le banditisme. Et puis après, là, tu as une association des Miradors, c'est bien ça, qui est spécialisée dans la prévention, etc., pour la délinquance, etc. Donc on va essayer de voir un peu les trois parties. Je te laisse te présenter dans un premier temps. Alors pour me présenter, comme tu l'as aussi bien dit, c'est Bruce Dombolo, j'ai 35 ans. Okay. Je suis né à Marseille. J'ai grandi dans un quartier, j'ai réussi à intégrer des centres de formation, tels que Nîmes Olympique et la Géoxer, de football je précise. Ensuite, malheureusement, j'ai basculé dans l'illégalité, j'ai été incarcéré une première fois, 2 ans. Ensuite, je suis sorti, j'ai continué les bêtises, et j'ai re-été incarcéré une deuxième fois. Cette fois-ci, je suis resté 9 ans. J'ai été libéré en janvier 2019 avec un bracelet. Ok, donc c'est très récent. C'est très récent, ouais. Okay. Et voilà, au fur et à mesure que les choses ont évolué, j'ai monté des projets qui tournent autour de la prévention à la violence, à la délinquance et à la récidive, par le biais de mon association qui s'appelle Les Miradors. Les Miradors, ok. Et à côté de ça, voilà, j'ai eu un rôle dans un téléfilm qui s'appelle L'enfant de personne, qui est censé être diffusé dans pas longtemps sur France 2. Et voilà, c'est un film qui parle de la violence que subissent les enfants placés en foyer. Ok. Voilà. On va checker ça, hein. J'espère. T'inquiète pas. Du coup, tu étais footballeur pro et comment tu as réussi à basculer dans le banditisme? En fait, la frontière, c'est un peu éloigné. Parce que à la période à laquelle j'ai été footballeur pro, c'était en 2003, en Italie. Et c'était l'année où la crise économique a frappé le pays. Et du coup, au niveau des salaires, tout ça, on n'était pas payé. On nous donnait des acomptes et c'est une chose que j'ai super mal vécue. Ça, c'est du bénévolat un peu en fait. C'était plus que du bénévolat, c'était la misère, c'était trop dur d'être dans un pays étranger déjà, loin de sa famille, loin de ses proches, et percevoir que des acomptes. Et voilà, moi j'étais jeune, j'avais 18 ans et je voulais vraiment briller parce que je jugeais que je le méritais. J'avais fait les efforts qu'il fallait pour avoir le niveau professionnel et pour intégrer une équipe professionnelle. Et le fait de ne pas avoir été payé, je l'ai super mal pris. À côté de ça, il y a eu aussi des soucis familiaux. Et l'accumulation de tout ça, ça m'a fait perdre un peu la tête, un peu les pédales. Okay. C'est comme ça que j'ai basculé du mauvais côté. Du mauvais côté, ouais. Donc du coup, tu as été incarcéré une première fois pour quelle raison du coup? La première fois que j'ai été incarcéré, c'était en 2006. 2006. C'était pour des vols à main armée, braquage de bijouterie. Ok. Donc du coup, c'était 2 ans. Ensuite, tu as été réincarcéré une deuxième fois. C'était pour des vols à main armée aussi? Ben, en fait, si tu veux, la première fois, j'ai été incarcéré, c'était en prévention. C'était en attente de mon jugement, en fait. Okay. J'ai obtenu liberté provisoire, donc j'ai fait 2 ans de prison, j'ai été libéré en attente de mon procès. Et 1 an et demi après, j'ai été jugé pour une peine de 3 ans, il me semble. Donc il me restait juste 6 mois à faire. 6 mois à faire. Je les ai fait avec un bracelet. Okay. Et à la sortie du bracelet, je me suis refait attraper dans un braquage, aussi la même chose, voilà, armée de bijouterie. Et cette fois-ci, sachant que j'étais récidiviste, j'ai pris une plus grosse peine. Okay. Mais du coup, en fait, comme dans ta carrière de footballeur, tu n'étais pas payé, tu t'es dit peut-être que la meilleure option, c'était aller chercher l'argent autre part, quoi. Ben, je me sentais un peu victime du système là-bas et lorsque je me suis retrouvé sur les braquages, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas toute ma tête. Pour moi, sachant que c'était moi la victime, c'était moi qui n'avais pas été payé, j'avais pas pris compte que les gens qui étaient là en face de moi, c'était des gens qui vivaient de ça et que j'allais enlever peut-être un peu aussi un bien à des gens qui ne méritaient pas. Exactement. Donc à l'instant T, je me suis constitué moi en tant que victime et je ne me rendais pas compte du traumatisme et du mal qu'un vol à main armée pouvait causer. Ouais, aux personnes qui sont volées. Je me sentais en fait comme quelqu'un qui allait récupérer ce qu'on lui devait. Exactement. Sans calculer le mal et ni le traumatisme, moi j'ai dit tout à l'heure. Du coup, tu as des regrets par rapport au vol à main armée, etc. Ben, j'ai plus que des regrets parce que c'est des choses qu'on ne souhaiterait pas à sa propre famille. Ouais, moi j'aimerais pas qu'un jour ma mère elle me dise qu'elle était dans une bijouterie, des mecs sont venus avec des cagoules, des armes. C'est des choses qu'on n'aimerait pas qui arrivent à nos familles. Donc, ça peut être un traumatisme. Ouais. Mais bien sûr que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme même que tu ailles braquer avec une vraie arme ou une fausse arme.
c'est le même traumatisme. Parce que la personne en face, elle n'est pas censée savoir si l'arme est vraie ou fausse. Exactement. En fait, elle voit sa vie défiler. Elle voit sa vie défiler, effectivement. Ouais. Ok. Et du coup, toi de base, tu n'étais pas vraiment dans le banditisme de base. Enfin, tu n'étais pas quelqu'un qui faisait parler de toi dans ton quartier de base. Tu étais Pas dans du le tout. foot. Pas du tout. Alors quand on parlait de moi dans le quartier, c'était plus pour le foot. J'étais un peu turbulent au collège, mais j'étais pas du tout destiné à ce milieu-là. Et encore pour moi, banditisme, c'est un grand mot. C'est un mot qu'on emploie au niveau des... pour reprendre ce que la justice place comme mot dans les papiers. Mais voilà, moi je ne me considère pas comme étant quelqu'un lié au grand banditisme, loin de là. J'ai commis des vols à main armée, certes. J'ai su m'arrêter au bon moment, avant de basculer justement dans le grand banditisme. Ouais. Mais voilà, je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui était prévu pour basculer du mauvais côté quand j'étais jeune, loin de là. Moi, mon avenir, il était destiné au football. C'est quoi la différence entre banditisme et grand banditisme? Il y a une différence? Banditisme, grand banditisme et banditisme, pour moi, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Parce que moi, je veux dire que c'était la délinquance que j'ai fait. Je me considère plus comme étant un délinquant qu'un bandit. Ouais, exactement. Parce que grand banditisme, ça monte dans des trucs un peu plus hauts. Grand banditisme, voilà, quand on parle de grand banditisme, peut-être c'est lié au règlement de compte, au trafic international. Oui, si on rattache ça au grand banditisme, je veux bien, mais moi, personnellement, les vols à main armée que j'ai commis, pour moi, c'était des actes de délinquance. Non, de la délinquance. Mais du coup, les juges t'ont catalogué comme étant membre du grand banditisme. Ben après, voilà, je suis né à Marseille, j'ai grandi dans la région marseillaise. J'ai été récidiviste pour les mêmes faits. J'ai pris une peine au total qui était de 15 ans et demi. 15 ans. Donc on va dire que c'est plutôt ma condamnation qui a fait que on me rattache à ce milieu-là. Après peut-être qu'avec mon entourage aussi. Mais personnellement, voilà, tous ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas du tout rattaché à ce milieu-là et en plus il ne m'attire pas du tout. Donc, en fait, la prison, c'est pas. Parfois, les gens qui sortent de prison sont encore pires. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour, on va dire, en fait, pour sortir en fait du système dans lequel tu es. En fait, c'est jeune. Moi, par exemple, quand je suis rentré en prison la première fois, j'étais pas du tout un délinquant. J'ai commis des actes de délinquance, mais je ne me considérais pas comme un délinquant. Je suis devenu un délinquant dans la prison, en fait. En prison, quand même. Voilà, quand tu rentres jeune en prison, c'est sûr que tu vas en sortir délinquant. Surtout quand tu restes 2 ans. Moi, je suis resté 2 ans, j'avais 20 ans. Je suis sorti, j'avais 23 ans. Voilà, j'étais plus le même. Et c'est en sortant de prison que là, j'étais quelqu'un d'autre. Que là, j'étais devenu un délinquant. C'est la prison qui t'avait détruit un peu. Exactement. La prison, ça a détruit. La deuxième fois, c'était différent parce que j'avais grandi, j'étais plus mûr. J'avais pas les mêmes fréquentations, je fréquentais des gens plus posés. Et j'étais en transition en fait. La première fois, la transition c'était d'enfant perdu à délinquant. Et une fois que je suis rentré en prison, c'était la transition de délinquant à soit grand banditisme, soit quelqu'un qui se réinsère. Je savais pas, je me cherchais en fait. Et du coup, comment on survit en prison? Surtout pour une longue peine comme tu as fait, comment on arrive à survivre? Parce que c'est pas tout le monde qui a le mental pour ça. Vous l'avez vu avec l'expérience du confinement, qu'on a beau être enfermé dans les meilleures conditions, même à la maison, et tôt ou tard, l'enfermement il prend le dessus. Donc moi, quand je savais que j'allais passer plus de 10 ans derrière les barreaux, je me suis posé et je me suis mis dans une bulle. Je me suis coupé automatiquement du monde extérieur, en me disant, bon ça y est, je suis en prison, il va falloir que je m'adapte. C'est ma maison, c'est mon toit, les détenus c'est ma famille, c'est comme ça et je vais tenir le coup. Et à côté de ça, bien sûr, il faut s'occuper un maximum. Donc moi, je me suis orienté vers tout ce qui est activité culturelle, telle que la musique. La musique a occupé une grosse partie de ma détention. Du rap ou... Pas du tout. La musique, d'une manière générale, on avait un groupe de musique, un orchestre. Du coup, j'ai appris à jouer des instruments tels que la batterie, la guitare basse. Et on faisait des concerts en prison. J'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre. C'est pour ça que tu joues dans les téléfilms aujourd'hui. Exactement, ça m'a aidé, j'ai cette expérience. Et donc je me suis beaucoup occupé. Ça va si tu peux t'occuper, parce que ça veut dire qu'on propose quand même des choses à faire en prison, des ateliers. Il y a des ateliers en prison, il y a des activités. Après, pas tout le monde ne s'inscrit à ces activités.
on n'a pas tous les mêmes profils. Il y a des détenus qui préfèrent rester dans la discrétion, il y en a qui sont un peu timides, il y en a qui sont un peu coincés. Après, moi, vu que à la base, j'étais quelqu'un qui était dans le milieu du football, donc j'étais quelqu'un déjà d'assez très ouvert, je n'ai pas eu de difficulté à rentrer dans ces activités-là. Ok. Donc tu penses qu'en fait du milieu carcéral, des mélanges qui sont faits, par exemple, tu peux te retrouver avec des assassins, des meurtriers, alors que toi, en fait, tu as juste fait, par exemple, un petit braquage. Donc, Après, moi, tu sais, je laisse aux politiques le choix de régler ce genre de problèmes-là, mais d'un côté, si tu mets que les braqueurs entre braqueurs, les dealers entre dealers, etc., ben, bien, tu vas agrandir ton réseau. Ouais. Et de l'autre côté, si tu mélanges tout le monde, ben, tu pourras retrouver un mec qui est rentré pour défaut de permis, au final, il va marcher avec des braqueurs. Ouais. Donc au final, non, je pense qu'il faudrait juste, séparer les grosses peines et les petites peines. Non, je pense aussi. Parce que les grosses peines et les petites peines, d'une manière générale, t'as pas la même attitude. Un mec qui a pris une grosse peine, c'est un mec qui va quand même rester sage, qui sait qu'il va être là pour des années, qui va être posé plutôt dans sa tête. Alors que les petites peines, c'est des gens qui savent qu'ils vont sortir dans pas longtemps, donc ils sont un peu plus agités, tout ça. Je pense que ouais, s'il faudrait peut-être séparer, c'est au niveau des grosses peines et petites peines. Pas forcément en fonction des délits. Ok. Et toi, du coup, tu as une association, tu m'as dit, serait les Miradors. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste cette association? Ben, déjà, en fait, lorsque je suis sorti de ma deuxième incarcération, j'ai été sollicité par le CESE par rapport à un rapport qui avait été fait sur les difficultés en prison et les problèmes liés à la réinsertion, à la sortie. Et il fallait un ancien détenu qui puisse venir témoigner devant la ministre, l'ancienne ministre Madame Nicole Belloubet. Et donc à la sortie de ce discours, ça s'était très bien passé. Et du coup, j'ai été sollicité pour faire un casting d'une émission sur France 2 qui s'appelle Le Grand Oral, qui était un concours d'éloquence. Et j'ai pu parler de mon parcours. Si je suis devant vous ce soir et que je me retrouve à nouveau devant un jury ainsi que des avocats, ce n'est plus pour me défendre, mais bien pour témoigner. Je suis allé au bout du mensonge et j'ai découvert la vérité. Raconter mon histoire, ce qui m'a fait avoir une certaine visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Et par la suite, j'ai été sollicité à gauche, à droite, par des prisons, par des foyers, par des maisons de quartier, par diverses structures, justement, pour venir témoigner devant les plus jeunes. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait que je crée ma propre structure afin de pouvoir être facturé, parce qu'au final, j'en ai fait mon métier. Et donc voilà, il fallait que je trouve un nom pour cette association. Et lorsque ma soeur m'a dit qu'on avait 48 heures pour que je trouve un nom, je lui ai dit que j'avais une phrase qui était de l'ombre à la lumière et que j'allais certainement trouver un nom qui tourne autour de cette phrase-là. C'est pas un texte de rap, ça? De l'ombre à la lumière, c'est repris un peu partout. C'est repris un peu partout. Et donc un jour, j'étais dans une pièce de théâtre, dans le public, et à un moment donné, il y a le projecteur qui se tourne vers moi, et ce projecteur-là, il m'a fait rappeler la lumière des miradors. Sachant que les miradors de prison, ils sont placés de façon à pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur en même temps, donc de l'ombre à la lumière. Et du coup, j'ai trouvé les miradors, j'ai trouvé que c'était le mot qui correspondait. C'est une bonne métaphore, ouais. Et du coup, en fait, aujourd'hui, tu vois, je sais pas si tu suis un peu le rap français, même le rap en général, tu vois. Et tu vois, par exemple, dans le rap, des gens qui font l'apologie du banditisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, déjà, pour répondre à ta question, en quoi consiste mon association, par le biais de cette association, je vais intervenir dans les prisons, dans différentes structures, justement pour parler de mon témoignage, échanger avec les jeunes et essayer de leur faire comprendre que la prison, c'est pas une vie, que c'est pas forcément nous, détenus, qui subissons le plus la prison, que c'est nos familles eux-mêmes qui en payent les conséquences. Et il y a vraiment des traumatismes et des séquelles irréversibles. Donc j'insiste vraiment là-dessus, et lorsque je m'adresse aux plus jeunes, c'est vraiment un truc sincère que je leur dis. Après, bien sûr, je ne peux pas réussir à mettre tout le monde d'accord, ça c'est sûr,
Mais à chaque fois, j'arrive à en interpeller quelques-uns et voilà, aujourd'hui, c'est mon rôle. Ensuite, concernant l'apologie du banditisme dans les textes de rap, moi, j'ai un avis assez mitigé. Parce que quand je me mets dans la peau de l'artiste, dans la peau d'un artiste, on va dire que moi, je considère qu'un rappeur, c'est un artiste. C'est comme un acteur. Donc c'est de l'acting qu'ils font du coup quand ils disent. Non, ouais, mais en fait, moi, quand tu regardes un film, quand tu regardes un film, il va y avoir un acteur qui va jouer le rôle d'un bandit. Le mec qui va jouer le rôle du bandit pendant le film, et à la sortie du film, c'est un homme qui va retrouver sa famille, qui a une vie normale. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, dans la musique, c'est devenu difficile de vendre. Donc, on joue beaucoup sur l'image. Sur l'image, le charisme et tout. Voilà, on joue beaucoup sur ça. Et donc, je peux plus ou moins comprendre qu'il y ait des rappeurs qui jouent de leur image dans leurs textes, dans leur musique, et ce qui est tout à fait normal, puisque ça reste de l'art. Ouais. Après, tant que dans la vie de tous les jours, et sur leurs réseaux sociaux, tout ça, ils ne montrent pas le mauvais exemple, je peux cautionner. Mais après, c'est vrai qu'il y en a parfois qui vont un peu trop loin, et malheureusement, il y a des jeunes qui suivent. Mais d'un autre côté, après, je pense que demain, moi, quand j'aurai des enfants, je ne leur interdirai pas d'écouter telle ou telle musique, mais par contre, je leur apprendrai et je leur expliquerai que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on écoute dans les musiques, c'est pas ça la vie. Qu'il ne faut pas confondre. Moi, j'écoutais du rap quand j'étais jeune, j'écoutais du rap dur, du rap hardcore, et c'est pas ça qui m'a incité à aller braquer. Exactement. Moi, quand on allait braquer dans la voiture, on mettait des musiques qui nous donnaient un peu la grinta, mais. T'as des exemples à me donner? Je me rappelle que moi, c'est simple, je le dis avec le sourire, moi je devrais pas, mais ce que je suis en train de me rappeler de souvenirs de musique, quand on allait faire des casses, on écoutait En mode de Rof. C'est pas du tout un son qui t'incite à la violence. Ouais. On veut tous des thunes et des meufs en mode consentant. Pour les mecs en mode cowboy, solitude. Pour les détenus en mode branlette, livre de vue. J'suis en mode 9-4, j'suis en mode t'inquiète, j'suis en mode 4-4, j'suis en mode mitraillette, j'suis en mode 9-4, j'suis en mode t'inquiète, j'suis en mode. Mais c'est l'énergie qu'il a dégagée là-dessus, ça m'a motivé. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je fais du sport, j'écoute ça. Mais voilà, donc on écoutait En mode comme on aurait pu écouter du AC/DC. AC/DC aussi, c'est des musiques. Donc moi je pense que c'est pas tellement les paroles qui incitent. Voilà. Après, ça dépend, tu vois. Aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes rappeurs de mon âge, à peu près, hein, toujours 22-23 ans, et vraiment, en fait, ils veulent montrer que c'est des bandits parce qu'on dirait que c'est la mode, en fait, de montrer que t'es un bandit pour être respecté, pour être craint, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Moi, après, tu sais, les rappeurs, ils font ce qu'ils veulent, je suis la vérité, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est aux jeunes qui écoutent d'être assez intelligents pour comprendre que malgré qu'on les voit parfois par les violences inciter à telle ou telle chose, à côté de ça, c'est des pères de famille, c'est des gens responsables, et dans la vie de tous les jours, c'est des mecs qui vont s'instruire même. Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs, quand tu lis leurs textes, tu comprends que c'est les anciens surtout, tu sens que c'est des gens hyper instruits. On ne s'en rendait pas compte à l'époque. Moi, quand j'étais jeune et que j'écoutais des rappeurs, je ne me rendais pas compte à quel point ils pouvaient être aussi instruits. Et maintenant, je fais la différence avec le rap de maintenant, on voit vraiment la différence. Ah mais non, ça n'a rien à voir. Je critique pas, je dis pas que je veux même pas rentrer dans le sujet à dire si c'était mieux avant ou pas. Mais moi, personnellement, je trouve qu'avant, ils s'étaient plus travaillés, les textes et tout. Et ben oui, malheureusement, il y a très peu de rappeurs qui aujourd'hui peuvent avoir des aussi beaux textes, mais c'est pas pour autant que j'écoute pas les musiques actuelles. Un rappeur comme Nino, par exemple, il a des très bons textes. Et t'as des réseaux sociaux à nous communiquer? Je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, au nom de Bruce Dombolo. Bruce Dombolo, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Donc Dombolo comme la musique. Ouais, Dombolo comme la musique. Je suis congolais, donc Comme moi. Exactement. Ok, bah écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir, parce que moi je te voyais un peu partout, tu vois. Plaisir partagé. Ça change un peu, tu vois. C'est plus des musiciens que je reçois, donc c'est bien un peu de diversifier. Donc toi, ça m'a fait plaisir, et bon, on va sur France 2 très bientôt. Exactement. Après, plaisir partagé dans le sens où, comme je te l'ai expliqué, faut bien que les gens comprennent que le fait de me voir autant dans les réseaux, autant à la lumière,
Le but, c'est pas de venir bomber du torse et d'être fier de ce que j'ai fait, loin de là. En fait, je me sers de mes erreurs, voilà, je me sers de mes erreurs, et je me mets un maximum en avant pour interpeller les plus jeunes. Donc aujourd'hui, je crie haut et fort que je suis pas du tout fier de ce que j'ai fait de ma vie, mais je suis fier de ce que je suis en train d'entreprendre, d'avoir pris conscience que ce que j'ai fait, en fait, c'est de la merde, que derrière, il y a des séquelles irréversibles, et voilà, je me rachète du mieux que je peux, et aller au contact comme ça des plus jeunes et leur raconter un peu mon parcours, et que ça puisse en interpeller plus d'un. Ben écoute, aujourd'hui, je me dis que c'est mon rôle et j'irai jusqu'au bout. En tout cas, moi, la famille, sur ce quitte. Donc du coup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Running Mag sur YouTube et sur Insta. Et n'oublie pas mon gars à la caméra, comme d'habitude, partout. Orange Bouja, Magic Production. Et voilà, la famille, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et check.